10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que oui, c'est la rentrée, le football européen a repris ses droits ce week-end, j'ai passé un super week-end de foot dans mon bureau, devant mon écran, vu plein de matchs, et j'ai envie de vous en partager mes enseignements principaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais lancé cette petite série de vidéos récap du week-end, où on décryptait le sprint final des 5 championnats majeurs, en tout cas les événements importants de la fin de saison. J'ai envie de reprendre ça pour au moins le début de saison. Il s'est passé plein de trucs ce week-end entre reprises de Première Ligue, de Ligue 1, de Liga aussi. Il y avait une super coupe d'Allemagne qui a été assez dingue. Et en plus des événements aussi hors terrain avec bien sûr Mbappé qui réintègre le Paris Saint-Germain, Neymar qui prend la direction d'Al Hilal, d'autres trucs aussi. On va parler un petit peu mercato de ces rebondissements-là en fin de vidéo, avant de se pencher aussi sur la semaine qui arrive et le week-end prochain. Ce sera la dernière section de cette vidéo. Regardez un petit peu vers les prochains jours de football. Mais on commence en tout cas en Première Ligue. Football is back, Premier League is back. Et tout le monde a joué sauf United qui affronte les Wolves ce soir. Il y a eu quelques gros matchs, Chelsea-Liverpool, on va en discuter. Mais d'abord, bien sûr, City a écrasé Burnley. C'était le match de la reprise, c'était vendredi soir. City a redémarré très très fort, notamment avec l'Alien, le Cyborg, qui a planté un doublé. Le premier but avec sa première touche de balle de la saison. Un peu n'importe quoi. Il marque le deuxième à la 36e au bout d'une superbe séquence collective et Rodri inscrit le troisième, 3-0 à un quart d'heure de la fin. L'autre point, c'était, en tout cas mon interrogation après le Community Shield qu'on a vu, comment est-ce que City allait jouer, et ils ont retrouvé leur milieu en boîte. Initialement, c'était Rico Lewis qui était latéral gauche sur la composition de départ, mais en vrai, il était deuxième milieu aux côtés de Rodri. Julian Alvarez qui était en dessous d'Erling Haaland. Kevin De Bruyne, deuxième milieu avancé dans le Gundogan rôle de la saison dernière, Bernardo Silva sur l'aile droite et Foden sur l'aile gauche. Malheureusement, Kevin De Bruyne est sorti blessé. On voit ici, c'est Mateo Kovacic qui prend sa place au bout de 25 minutes de jeu à peu près, mais on voit encore le double pivot Rodri-Rico Lewis. Donc vraisemblablement, même si c'est toujours un peu risqué de tirer des conclusions et annoncer des certitudes sur la composition de Man City et des équipes de Pep Guardiola, j'imagine qu'ils vont repartir au moins dans un premier temps sur ce 3-4-2-1, en tout cas milieu en boîte, double pivot à la relance, 3 défenseurs centraux. Mais ouais, comme je le disais, Kevin De Bruyne, au bout de 20 minutes de jeu à peine, qui sort blessé. On n'a pas encore d'informations complètes, mais Guardiola a dit « out for a while ». Il va être hors des terrains pendant un moment. C'est des ischio-jambiers, encore une fois, les ischios pour Kevin De Bruyne. Donc ouais, ça c'était le gros point noir de la soirée de reprise. Et beaucoup de blessures d'ailleurs, beaucoup de blessés sur cette première journée, sur ce premier week-end. En tout cas, dommage pour Kevin De Bruyne, et j'espère qu'on le retrouvera très très vite. Bon, l'autre histoire de ce match, c'était bien sûr le Burnley de Vincent Kompany. Comment est-ce que eux allaient jouer, large champion de Championship l'année dernière, une équipe assez prometteuse, moi j'en attends beaucoup. Bah franchement, pas mal du tout. Je sais pas si vous avez vu le match, ce que vous en avez pensé. Moi j'ai vu quelques très très belles séquences, bon des moments qui m'ont fait un peu sourire, les fameux 5 couloirs de jeu de son mentor, ils sont là, mais généralement ça combinait plutôt pas mal. Il y a eu quelques incursions intéressantes. Je pense que Burnley va faire plutôt une bonne saison. Je les vois éviter la relégation, et peut-être encore un peu plus que ça, parce que franchement, moi ils m'ont plutôt convaincu, en tout cas dans l'utilisation du ballon. On jugera plus tard, on verra sur les prochaines journées de championnat. Voilà pour ce Burnley City. Le deuxième match que j'ai vu de ce week-end, c'était 13h30 le lendemain, c'était Arsenal-Nottingham Forest, victoire 2-1 d'Arsenal. Alors ça a commencé très fort avec ce geste de Martinelli sur le premier but, magnifique, 1-0, et puis derrière Bukayo Saka qui enchaîne avec cette frappe sublime. Arsenal démarrait très très fort, là aussi l'animation m'intéressait, dans quel système est-ce qu'on allait les retrouver, parce que Thomas Partey était aligné dans la composition de départ en tant que latéral droit. Bon, il était bien au milieu de terrain, dans un double pivot avec Declan Rice, donc 2 milieux défensifs, 2 milieux de construction, et le fameux milieu en boîte que tout le monde utilise en ce moment, on le retrouvait là avec Martin Odegaard et Kai Havertz, qui était une ligne plus haut, Martinelli, Saka sur les ailes, et donc c'était Eddie Nketiah en l'absence de Gabriel Jesus qui avait la pointe, qui a marqué le premier but. C'était en gros du 3-2-2-3 ou du 3-4-3. Il y a quelques ombres au tableau quand même dans ce match d'Arsenal. La réduction du score concédée, sur l'accélération d'Anthony Elanga, le joueur à suivre qu'on annonçait dans la dernière vidéo, un joueur à suivre par club de Première Ligue pour Nottingham Forest, c'était Elanga. Bon, grosse accélération, on verra ce que donne sa saison. Ça a permis à Nottingham Forest de réduire le score. Derrière, sur cette seconde période, il y a eu un petit peu moins de situations dangereuses pour Arsenal,
Arsenal. Il concède cette réduction et surtout, Jurrien Timber sort blessé. On ne sait pas pour combien de temps encore, mais il n'y a pas eu d'information officielle qui est sortie à l'heure où je m'enregistre. Mais il se tenait l'arrière du genou comme ça fait un petit peu peur. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour lui. Et dur pour Arsenal qui achète un gars à 40 millions, qui veut un petit peu de backup sur sa ligne défensive, peut-être même changer de configuration tactique, et qui le perd dès la première journée. Ça a été une des histoires de ce week-end, et dommage pour Jurrien Timber. On continue vite fait avec Brighton qui l'a emporté 4-1 contre Luton, qui a repris très très fort aussi. Mitoma a été excellent, quelques super mouvements comme au départ de l'action ici qui amène le penalty. Luton défensivement, on va pas se mentir, ça fait un peu flipper. Ils ont concédé 27 tirs dans ce match. Il y a eu une très très grosse erreur dans la surface qui amène ce but. Ça va être une saison difficile, je pense, pour eux. Il y a des chances qu'ils fassent partie des 3 relégués, mais bon, on verra. En tout cas, pour Brighton, ça fait plaisir. Ils prennent la seconde place. Ils montent sur le podium après une journée de Premier League, juste derrière Newcastle. Newcastle qui vont d'ailleurs jouer à la 4e journée. Ça va être un match assez sympathique. Avant ça, je pense que contre les Wolves et la réception de West Ham, c'est leurs 2 prochains matchs. Honnêtement, Brighton, ils peuvent commencer très fort et être à 9 sur 9 au bout de 3 journées. En tout cas, ils ont repris sur les mêmes bases que l'année dernière et ça va être pour sûr une des équipes à suivre. Comme Newcastle, qui est donc le premier leader de la saison et qui a vécu le début rêvé. Mais genre ça, c'est quand tu es sur Football Manager ou quand tu es en train de faire ton mode carrière jeu vidéo, c'est le début de saison absolument parfait avec ta star, ton nouveau joyau, ton nouveau bijou qui marque le premier but. Bon d'ailleurs il a eu une très très grosse occasion pour marquer le second sur l'engagement derrière. Mais bref, belle entrée en matière pour Tonali. Harvey Barnes a marqué le dernier but aussi pour son premier match sous les couleurs de Newcastle. Il a marqué le dernier but du match, 5-1. Parmi les autres éléments majeurs, Diaby a égalisé pour Aston Villa. Donc son équipe s'incline largement, mais lui est buteur pour son premier match. Bon départ, et lui aussi c'était mon joueur à suivre pour Aston Villa bien sûr. Et doublé d'Alexis Sack, à la suite notamment d'un coup franc indirect de Tonali. C'est très très bien parti pour Newcastle. La veille en plus, il y avait eu le premier épisode de leur documentaire, la Amazon Prime, que j'ai regardé, qui était sympathique. J'ai hâte de les voir en Ligue des Champions maintenant, mais déjà là contre Aston Villa, qui était un morceau intéressant de la fin de saison dernière. Grosse performance, et un match qui envoie un message au reste du championnat anglais. Brentford-Tottenham, dans la foulée, c'était le lendemain, c'était la première de Postecoglou. Ça s'est pas trop mal passé de partout, c'était la première sans Harry Kane aussi, donc on avait Son qui était capitaine, qui a concédé un penalty malheureusement assez tôt converti par Brian Mbeumo. Quelques minutes avant ça, Tottenham avait ouvert le score via un coup franc de Maddison, repris de la tête par Romero. Ça fait 2 partout au final, mais dans l'ensemble, je dirais relatif bon match de Tottenham. Postecoglou a dit que ça manquait un petit peu de créativité dans le dernier tiers. Je pense qu'il avait raison. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de contrôle. Bissouma a fait un super match. Et ça, c'est assez encourageant pour les Spurs. Donc il y a du potentiel. Je ne sais pas si l'effectif est suffisamment bien fourni dans le dernier tiers sur le secteur offensif pour faire top 4. Mais il y a du potentiel et je pense que Postecoglou peut faire quelque chose de sympathique avec Tottenham. Chelsea-Liverpool, ensuite, ça c'était le dernier match du week-end. Je l'attendais énormément, il n'a pas déçu. Quand tu ajoutes toute la saga Caicedo aussi, ce truc un petit peu incroyable autour de la prochaine destination, ce sera donc Chelsea, ça a été annoncé officiellement. Ce matin, ce sera Chelsea pour Caicedo. Bon, ça m'intéressait beaucoup ce match. Et la première chose, comment est-ce que Liverpool allait jouer avec un petit manque de renfort dans l'entrejeu? 4-3-3 sur le papier. On voit Alexis McAllister, le seul vrai milieu central pur du lot. Szoboszlai, pour moi, c'est un petit peu plus un milieu avancé. Et Cody Gakpo, qui est plus un attaquant, voire un ailier, aligné dans ce rôle de milieu central. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'était pas exactement un 4-3-3 avec ballon. C'était un peu comme sur la fin de saison dernière, Trent Alexander-Arnold dans le double pivot, encore un double pivot, encore un 3+2 pour relancer, ce qu'on voit un petit peu de partout. Et c'était pas mal. D'ailleurs, il envoie la passe décisive, ce qui aurait pu être une passe décisive pour Mo Salah pour aller marquer le but du 2-0. Malheureusement, c'est refusé pour une position de hors-jeu de pas grand-chose. Mais donc, avec ballon, initialement, mon truc, c'est que je trouvais Liverpool assez intéressant. Franchement, tous ceux qui ont vu la première demi-heure, tout le monde se dit « Waouh, Liverpool, c'est chaud ». Avec ballon, ils font peur. Offensivement, il y a beaucoup de potentiel. Et c'est vrai que même sur les phases de transition, par exemple, ici, le positionnement de Cody Gakpo, moi je le trouvais particulièrement intéressant. Ça, c'est après un corner, il me semble, de Chelsea. Le fait de pouvoir avoir Gakpo qui libère, qui ensuite va se projeter pour aller casser la ligne dans la profondeur, ça fait qu'on a 4 offensifs qui peuvent attaquer le grand espace. Luis Diaz qui a ici le ballon, Diogo Jota,
Cody Gakpo et Mo Salah. Darwin Nunez était sur le banc. Donc on a ce quatuor qui peut faire mal là, 4 contre 4, 4 contre 5. D'ailleurs, Cody Gakpo, il va se retrouver dans une position très très intéressante. Malheureusement, je pense que l'exécution n'est pas parfaite. Pourquoi pas faire la passe en retrait pour Salah, mais elle est un petit peu trop dans son dos. Bon, il va quand même trouver la barre transversale derrière. Voilà, Liverpool avait des séquences intéressantes. Et ce positionnement de Gakpo, initialement, je me dis pourquoi pas. Le problème, c'est que sans ballon, on voit que c'est pas un milieu de terrain. Il lui manque trop de science défensive. Là, c'est l'action qui amène le corner de l'égalisation pour Chelsea. C'est totalement mangé par Raheem Sterling. Je pense pas qu'on reverra régulièrement Cody Gakpo dans un rôle de milieu de terrain comme ça. En tout cas, c'est pas le but pour Liverpool. Il faut qu'il se renforce, il faut absolument qu'il prenne quelqu'un. Ce sera pas Caicedo, j'ai l'impression que ce sera pas Lavia. Mais il faut que ce soit quelqu'un parce que c'est pas assez équilibré, je pense, comme composition. Et du coup, après ce bon départ de Liverpool, mais finalement je suis un petit peu plus nuancé dans mon analyse à la fin du match, du coup c'est plus Chelsea, je pense, qui sort comme étant le vainqueur au point de ce match, le vainqueur moral entre guillemets de ce match, parce que franchement ils ont été pas mal du tout sur la dernière heure de jeu, entre la 30e et la 90e. Ça c'était le positionnement à la base, donc Raheem Sterling, Jackson, Chukwuemeka. Bon, en vrai Chukwuemeka était un petit peu plus libre, un petit peu plus sous le duo. Sterling très très offensif, qui prenait l'aile, Jackson en pointe, ok, ça comme on s'y attendait. Un trio derrière, Disasi, Silva, Colwill. Disasi qui marque pour sa première, donc le seul but de Chelsea dans ce match. Mais honnêtement, ils ont eu beaucoup de très très bonnes séquences. Juste après l'égalisation de Disasi, Chilwell marque, ça fait 2-1. Liverpool fait un petit peu flipper dans cette protection du milieu de terrain. Finalement, c'est refusé pour un jeu de pas grand chose, comme celui de Salah juste avant. Mais mon impression, à la fin du match, c'est que Chelsea a un gros potentiel. Enzo Fernandez, là, on le voit ici, mettre le ballon par-dessus, c'est pour une très grosse occasion de Chelsea. Il a fait un super match, extraordinaire match d'Enzo Fernandez. Bonne utilisation du côté droit en général. Je trouvais que Sterling aussi a fait un de ses meilleurs matchs que j'ai vu personnellement sous les couleurs de Chelsea. Bonne combinaison avec Reece James là, et du jeu à 3 depuis le demi-espace. Il va chercher ton latéral qui centre, Nicolas Jackson qui reprend, ça passe de pas grand chose au-dessus. Il a eu de grosses occasions de Jackson. Et dans l'ensemble, malgré le fait qu'il est gâché, il m'a fait plutôt une bonne impression, je dois dire. Il y a notamment une situation en seconde période où il attaque, et il me semble que c'est Konaté en 1 contre 1, et franchement, quand il accélère, il peut aller sacrément vite. En plus, il a de la capacité athlétique pour résister. Donc Jackson m'a fait bonne impression. L'entrée de Mudryk aussi, que j'ai trouvé pas mal, même depuis le côté droit, même en étant côté droit, alors que je pense que c'est plus un gars que tu veux mettre côté gauche en général. Mais quelques bonnes percussions, il rate une grosse occasion à la fin. Dans l'ensemble, j'ai trouvé Chelsea assez encourageant. Un gros potentiel. C'est une équipe qui est loin d'être finie, aboutie. Je pense que c'est pas une équipe qui a trouvé encore son meilleur 11, ne serait-ce que ça. Mais le plafond, si ça commence à prendre, le plafond me semble assez haut. Et j'ai vu quelques individualités qui m'ont vraiment parlé sur ce match. Liverpool aussi, mais il y a plus de travail sur le recrutement, je pense encore. Dans le sens des arrivées, il y a vraiment des choses à faire pour Liverpool. Sans ça, sans ce renfort dans l'entrejeu, au moins un gros renfort dans l'entrejeu, peut-être que la saison sera plus compliquée que ce que je pensais initialement pour les Reds. Mais le début de match était sympa. En tout cas, un gros Chelsea-Liverpool pour relancer les hostilités cette première journée de Premier League. Et donc ce soir, United Wolves, le Monday Night Football. Hâte de voir ça, on en parlera sans doute dans quelques jours. Week-end prochain, il y a 2 énormes matchs aussi, ça on en rediscute en fin de vidéo. Ligue 1, c'était la rentrée des classes aussi pour le championnat de France. Pas mal de choses surprenantes. Déjà, Brest lance 3-2 pour Brest, assez incroyable, Lens qui menait 2-0 au bout de 20 minutes, puis qui s'écroule totalement en concédant 2 pénaltys. Ça fait 3 buts encaissés dès la première journée pour l'équipe qui était de très loin la meilleure défense de Ligue 1 l'année dernière. C'est pas le truc auquel on se serait attendu. Et derrière, ils vont jouer Rennes le week-end prochain, le PSG le week-end d'après et Monaco 4e journée. Donc ouais, début de saison qui peut devenir assez compliqué pour Lens. Montpellier, Le Havre, très bonne opération pour Le Havre, je pense, qui pour son retour en Ligue 1, son match de retour, accroche 1 point dans le temps additionnel à la Mosson, pas évident. Monaco qui bat Clermont 4-2 à Clermont dans un décor très très spécial, doublé de Ben Yedder. Je me suis pas trop penché sur Monaco pour l'instant, donc j'ai hâte d'en voir un petit peu plus sur les prochaines semaines. Toulouse qui l'emporte contre Nantes, Nantes qui voulait se venger de la finale de Coupe de France, mais qui perd 2-1 dans le temps additionnel. Très bon départ pour le TFC. Et Rennes qui devient le premier leader de Ligue 1 en confirmant les promesses de l'été. Net victoire contre Metz 5-1. Comme on l'a dit, ils reçoivent Lens le week-end prochain dans ce qui va être un sacré match. Nice-Lille, ça a fait un partout. Une belle première mi-temps entre 2 gros morceaux de Ligue 1. Derrière, c'était un petit peu plus décevant. But de Laborde et Diakité, donc un partout. Et puis OM-Reims, donc la victoire de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Après une défaite très décevante à l'aller contre le Panathinaikos. D'ailleurs, le retour est demain. Prono en fin de vidéo, ça arrive très vite. Plusieurs changements, 4 changements opérés dans le 11 par Marcelino. Bemba qui remplace Balerdi, Rongier qui remplace Verretou, Muguet
qui remplace Ismail Assar et Vitinha, qui s'appelle là Oliveira selon Google, mais Vitinha qui a remplacé Aubameyang en pointe. En face, le Reims de Will Steele, c'était pas évident pour commencer, pour lancer la saison. D'ailleurs, Junya Ito a ouvert le score, mais très belle réaction avec l'égalisation d'Unai qui inscrit un super but. Vitinha, celui du 2-1, extrêmement important pour Marseille et pour lui. Demain, match vital contre le Panathinaikos. On va en discuter dans quelques secondes. PSG Lorient, alors 0-0, c'est un peu un paradoxe ce match, 0-0, mais hyper intéressant, pas mal de choses à en dire. Bien sûr, vous l'avez vu passer, le PSG qui après 10 minutes de jeu était à 97% de possession, dans le plus pur style Luis Enrique, 1002 passes, le record depuis qu'Opta analyse la Ligue 1 depuis 2006. On a vu un PSG en manque d'efficacité, mais pour le coup à l'identité assez marquée, notamment sur la contre-pression. Ça, je pense que c'est le truc qui sautait le plus aux yeux, qu'on n'est pas trop habitué à voir au Paris Saint-Germain depuis quelques années. La contre-pression, le pressing, la débauche d'énergie sans ballon, pour harceler le porteur, récupérer vite après la perte, et notamment dans ce rôle, Manuel Ugarte a été assez sensationnel, beaucoup de récupération dans le camp adverse, gros match de sa part. Le verre à moitié vide, c'est que Paris a vraiment manqué d'efficacité dans le dernier tiers, manqué de danger, c'était un petit peu pauvre, un peu stérile comme possession. Je pense que c'est dû à deux choses. La première, pas vraiment les individualités pour percuter et ouvrir suffisamment d'espace en l'absence de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé qui regardaient le match depuis les tribunes. Je pense qu'une autre chose, un autre facteur, c'est aussi dû à l'approche. Quand tu étouffes l'adversaire à ce point, que tu le pousses à être ce bloc bas, ultra bas dans ses 30 mètres, mécaniquement ça réduit vachement les espaces. Il n'y a pas trop de moments où tu peux attaquer dans les grands espaces ou ouvrir des zones un petit peu plus larges. Et ça me fait un peu penser à ce qu'on voyait de l'Espagne à la Coupe du Monde, au dernier Euro. Les équipes de Luis Enrique qui étaient assez impressionnantes sur leur domination tactique, sur la physionomie, le rapport de force du match, mais qui avaient un petit peu plus de mal à se créer des occasions. Pourtant, je vais dire, je fais plutôt partie des optimistes. Quand je vois ce match du PSG contre Lorient, dans l'ensemble, je me dis que c'est plutôt une bonne chose pour le PSG de retrouver de l'identité protagoniste, moderne, la contre-pression. Une fois qu'il y aura des individualités un petit peu plus percutantes, je pense qu'on verra plus de création, et je pense dans l'ensemble que c'est une approche qui payera pour Paris. J'espère pour eux. Un autre truc qui m'intéressait d'ailleurs, c'était Marquinhos, là qu'on voit avec le brassard, mais qui a démarré sur le banc. Un choix assez fort. Est-ce que si tout le monde est au complet, on voit un 11 du Paris Saint-Germain sans Marquinhos, ou avec peut-être un système à 4 derrière sur le papier, Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez, Skriniar comme défense centrale, et Marquinhos à droite, mais en réalité avec ballon, un système à 3 comme on en voit beaucoup, et du coup Nuno Mendes un peu qui prend l'aile gauche en mode asymétrique, et les 3 relanceurs, les 3 centraux derrière, seraient donc Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez. On verra, pour moi c'est une des questions intéressantes à voir sur les prochaines semaines, mais pas sûr que Nuno Mendes revienne tout de suite non plus. Faudra voir la configuration dès les premiers matchs de Ligue des Champions, quand le tempo s'élèvera un peu. Quelle sera l'option retenue par Luis Enrique? Et enfin donc Strasbourg-Lyon, alors j'ai pas envie d'en parler beaucoup. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cette saison 2-0 après 75 minutes de jeu? Finalement on revient à 2-1. J'ai vu 2-3 trucs intéressants dans l'utilisation du ballon. J'ai vu pas beaucoup de réussite sur l'arbitrage aussi, peut-être qu'on peut se sentir un petit peu lésé là-dessus, mais dans l'ensemble je crois pas vraiment qu'on mérite de gagner ce match. Et voilà, première journée, déjà une défaite, je sais pas trop quoi dire, mais ça me déprime un petit peu. En tout cas je vais dire Strasbourg commence bien sa saison, félicitations à eux pour un club qui est on the rise et dont l'avenir a l'air plus radieux que le nôtre, ce qui est assez dingue à dire, mais ouais, on verra, peut-être qu'on parlera un petit peu plus de l'OL sur les prochaines semaines, mais là j'ai pas trop le cœur de le faire. Le point classico, voilà, parlons du Barça et du Real Madrid. C'était la reprise de la Liga, journée 1 de Liga. Le Real Madrid l'a emporté, ils reprennent avec une victoire. Rodrigo a planté le but du 1-0 et Jude Bellingham sur une reprise un peu heureuse sur corner, celui du 2-0. La grosse mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, Eder Militao s'est fait les croisés quelques jours après la grave blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid qui perd encore un joueur majeur de son 11. Franchement, l'effectif du Real, là, en l'état pour la saison 2023-2024, alors je sais que Kepa vient d'arriver pour pallier le forfait de Courtois, mais tu perds un des, si ce n'est le meilleur gardien d'Europe, en fonction des moments. T'as toujours pas de 9 classe mondiale. Ça devient compliqué pour le Real Madrid. Franchement, ça fait un petit peu flipper pour eux. Le Barça, alors la rentrée, elle est compliquée quand tu fais ta rentrée contre Getafe à l'extérieur. 21h30, il faisait 31 degrés je crois du côté de Madrid, et puis c'était un match comme souvent contre Getafe qui était très limite niveau engagement physique, il y a des moments assez choquants, d'autres qui sont limite un peu ridicules. Rafinha prend son rouge, c'est mérité, il a totalement pété un câble.
Après, Retafe, il y a des moments un peu lunaires de Damian Suarez, qui est un peu une ordure sur certains moments. Ça se finit à 10 contre 10, combien de cartons jaunes. Xavi a pris un rouge aussi, exclu vers la 70e minute de jeu, excédé par les décisions arbitrales. C'est pas un match qui a fait briller la Liga, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, je suis assez d'accord. Pourtant, en plus, je trouve que la Liga a de bonnes idées sur son habillage télévisuel. Genre, voir ces petites séquences là en match, in real time, plutôt cool. D'ailleurs, Frenkie de Jong a fait un bon match. Je pense que ça, c'est un des bons points pour le Barça. Un des points positifs. Mais dans ce match de catch, le Barça s'est cassé les dents contre Retafe. Ça finit 0-0. 2 longueurs de retard pour le Barça sur le Real Madrid. Dur de jouer hier, mais on voit aussi que le Barça a quand même quelques problèmes. Je ne sais pas si ça peut être adressé sur ce mercato estival, mais l'effectif me semble encore un petit peu léger, surtout pour la Ligue des Champions. On verra. Et pour finir, un truc qui m'a vachement intéressé sur ce week-end, bien sûr, Super Coupe d'Allemagne. Harry Kane, qui est entré à l'heure de jeu, faisait ses débuts pour le Bayern. En vrai, c'était l'occasion rêvée pour lui de gagner le premier trophée de sa carrière. Après quelques heures seulement en Bavière, tu peux gagner tout de suite un premier trophée. Mais non, à l'Allianz Arena, c'est bien Leipzig qui a gâché la fête. Triplé de Dani Olmo, victoire 3-0. Le deuxième but, il est juste hardcore. Cet enchaînement double contact, 180 degrés en pivotant sur soi-même entre De Ligt et Leimer, et même la finition, la très instinctive entre les jambes de Sven Ulreich, franchement violent. Et quel début de saison pour Leipzig, et quel début de saison pour eux, pour ses amis qu'on connaît très bien, pour Loïs Openda, pour Castello Luqueba, qui ont fait le forcing tous les deux, pour quitter Lens et Lyon et rejoindre Leipzig. En vrai, on comprend un peu mieux pourquoi. Xavi Simons aussi, qu'on voit là, franchement, belle équipe, hein. Vraiment. Équipe à suivre de cette saison, Leipzig, qui joue Leverkusen d'ailleurs le week-end prochain, dans ce qui va être une première journée de Bundesliga très sympathique. Ils commencent avec un titre en giflant le Bayern chez eux. Ouais, très sympa. Et enfin donc, quelques infos mercato, donc Mbappé back in the game, Mbappé is back, ce que Nasser Al-Khelaifi a annoncé. On ne sait pas encore s'il va prolonger son contrat. Ça, ce serait vraiment un sacré retournement de situation. Mais en tout cas, il réintègre le groupe et il sera disponible pour la seconde journée de Ligue 1 le week-end prochain. Il va reprendre l'entraînement collectif. Il a repris l'entraînement, ça devait être ce matin, j'imagine. Et Neymar out. Neymar donc qui rejoint Al Hilal, ça aussi c'est officiel. On parle d'une somme un petit peu moins de 100 millions d'euros, genre 90 millions d'euros d'indemnité de transfert. Franchement, je trouve que Paris s'en sort super bien. Faire sortir de ton club un joueur que visiblement tu voulais plus là, physiquement, on sait à quel point c'est compliqué, et en sortir, récupérer 100 millions d'euros, si on est très factuel et froid, en vrai, je trouve que c'est une bonne opération pour le PSG. Maintenant, c'est un peu dégoûtant la trajectoire de carrière de Neymar, les grands moments de Neymar au PSG. Malheureusement, il se compte sur... Il y a moins de grands moments de Neymar au PSG que les doigts de ces deux mains-là. Difficile et tellement triste dans l'ensemble comme trajectoire. Donc... pas grand chose à en dire, c'est un vrai gâchis et j'espère qu'on le verra performant, très performant, retrouver de la condition physique et peut-être revenir en Europe. Apparemment, ce serait le plan pour viser la Coupe du Monde dans 3 ans. Franchement, ça, ce serait génial. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais en attendant, il y a forcément un vrai pincement au cœur. Même si je pense que c'est une bonne chose pour le PSG. De repartir vraiment sur un nouveau cycle, faire table rase. Maintenant, la prochaine chose que j'ai envie de voir, c'est Mbappé qui presse. On a vu la contre-pression du Paris Saint-Germain. On a vu à quel point il se déchargeait lui-même des efforts défensifs par le passé. J'ai envie de le voir se mettre au diapason de l'équipe. Il a visiblement obtenu ce qu'il voulait avec le départ de Neymar. Maintenant, je pense c'est à lui de montrer qu'il peut faire partie de ce projet et d'une équipe qui met beaucoup d'énergie et d'enthousiasme sur la phase sans ballon. Je pense que le succès du PSG passe par là. Ça fait combien de temps qu'on répète ce mantra, des années, des saisons entières. Voilà, ça pour moi c'est la prochaine étape et on verra peut-être des enseignements là-dessus dès la semaine prochaine en Ligue 1. Enfin, Marseille, Panathinaikos, ça c'est demain. Demain soir, c'est tellement important pour l'OM, pour le foot français. Moi je suis supporter de l'OL. Je serai à fond derrière l'OM demain soir. Il y aura sans doute une vidéo, sauf si le match est vraiment trop déprimant, mais normalement une vidéo. On va pas se mentir, à l'aller, ils avaient été pas fous et ça fait un petit peu flipper. Mais le Panathinaikos, je les avais pas trouvés extraordinaires non plus. C'est pas non plus une montagne en face. Je pense que le prochain tour, s'il y a prochain tour, sera un petit peu plus effrayant. Pour l'instant, je pense que l'OM peut encore le faire. Le rouge de Kondogbia avait fait très mal. Là, si tu peux être à 11 contre 11 sur tout le match, la qualif de l'OM, elle n'est pas à 1,55, ça c'est la victoire en 90 minutes. C'est sur Winamax d'ailleurs qui sponsorise cette vidéo, que je remercie, comme vous le savez, comme la saison dernière. Sur Winamax, si vous cliquez sur le lien en description et que vous créez un compte, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi instantanément 10 € en cash. Donc si vous mettez le minimum à 15 €, 15 x 2, 30, plus 10 encore, ça fait 40 €. Ce lien en description donc, il débloque le bonus de bienvenue,
il me rémunère aussi à chaque utilisation. Si vous créez un compte en utilisant le bonus de bienvenue, que vous faites un premier dépôt, je touche une commission qui m'aide beaucoup, qui est un vrai soutien pour la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez prévu de parier sur ce match, sur un autre, la qualification de l'OM, donc elle est à 1,80 et personnellement c'est ce que je vois. Je la combinerai même avec peut-être pas la victoire de City contre Séville en Supercoupe, je pense qu'ils vont l'emporter, en 90 minutes, mais j'ajouterai même Erling Haaland buteur. Je vois bien Haaland planter, s'il plante tout le temps, pourquoi pas à 1,58 et si on le combine avec la qualif de Marseille, ça fait 2,84. Donc si vous souhaitez miser sur Winamax, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens en description, ça m'aide beaucoup, mais comme vous le savez, c'est interdit aux moins de 18 ans, strictement interdit aux moins de 18 ans, interdit aux mineurs, ne pariez que si vous êtes majeur, et plutôt des petites sommes, parce que la plupart du temps en paris sportif, on perd. Voilà pour cette semaine, c'est les deux grosses affiches pour moi, OM Panathinaikos, City Séville, il y a aussi les demi-finales de Coupe du Monde féminine, mais week-end prochain, très très costaud. Il y a un samedi absolument magnifique. Leipzig là, que j'ai vraiment envie de voir cette saison, qui lance sa saison contre le Leverkusen de Xabi Alonso, pas mal à 15h30. Derrière, Tottenham United, deux équipes qui sont tellement à suivre, et City Newcastle, un énorme clash, on peut voir un peu ce que Newcastle a dans le ventre. Newcastle qui ambitionne de devenir en vrai le nouveau Manchester City. Ça c'est samedi 21h, trop hâte de voir ça. Et ça conclut grosso modo ce récap. Il y aura bien sûr la finale de Coupe du Monde féminine, c'est dimanche à midi, aussi je vais regarder. Lens-Rennes en Ligue 1, pour moi le plus gros match de Ligue 1 week-end prochain. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, et on se dit à bientôt. Bisous.